tous. Alors il semblerait que Sénèque avait vraiment bien le temps lorsqu'il a écrit cette lettre 58. J'espère que vous avez le temps aussi. Sénèque se plaint de l'indigence, de la pauvreté de la langue latine pour dire certaines choses. Il donne 3 exemples de mots qui existaient chez des auteurs romains du début de la littérature et qui ont aujourd'hui disparu. Sénèque veut parler d'essence, essentia, pour traduire le mot grec ousia, la chose nécessaire, la substance où réside le fondement de toute chose. Mais il a un souci avec le terme en grec toon. Alors on pourrait traduire par le étant. Il pourrait dire justement, il dit je pourrais juste le traduire par quod est, donc ce qui est, mais ça le dérange un peu de mettre une forme verbale à la place d'un nom. Ce qui est en grec un nom, lui il mettrait une forme verbale et ça le gêne un peu. Mais bon, voilà, il accepte de faire ça comme ça quand même. Il dit que Platon, il emploie ce mot en 6 acceptations différentes et il nous en reparlera après. Parce que tout d'abord, il veut faire une mise au point sur le mot genus, donc le genre, et le mot species, l'espèce. Alors il dit quel est le premier genre à qui sont subordonnées toutes les espèces. Et donc il va partir du bas de l'échelle des espèces pour remonter, pour arriver à ce qui est au-dessus de tout. Donc il dit par exemple l'homme, c'est une espèce, species. Le cheval aussi, le chien aussi. Le lien entre ces 3 espèces, c'est que ce sont tous des animaux, animal en latin. Mais il dit que animal parce que ça a une âme. Mais certaines choses ont une âme, anima, mais elles ne sont pas des animaux. Par exemple les plantes, qui elles vivent et meurent, donc on reconnaît qu'elles ont une âme, mais elles ne se déplacent pas comme les animaux ou comme les hommes. Donc il mettrait une nouvelle catégorie qui sont les animantia, donc ceux qui ont une âme, parmi lesquels on va retrouver les animaux et les végétaux. Mais il dit que certaines choses n'ont pas d'âme, donc toujours anima. Par exemple une pierre. Donc, il doit avoir une catégorie antérieure à celle des animentia. C'est celles qui ont un corps. Donc on va avoir des choses qui ont un corps animé et d'autres qui ont un corps inanimé. Et puis, il y a encore une catégorie au-dessus, donc les choses qui ont un corps, corporalia, et celles qui n'en ont pas, incorporalia. Donc, par exemple, le temps, l'air, tout ça n'est pas corporel. Et donc, la catégorie de tout ce qui est au-dessus de ça, c'est quod est. Et donc, si on découpe en espèces, on dira ce qui est, donc quod est, et puis on va redescendre en catégories, donc corporel, incorporel. Et donc, quod est, ce qui est, c'est le genre général. Il est au-dessus de tous les autres. Je vous mettrai un petit schéma qui explique tout ça. Donc, j'ai refait le schéma en repartant du bas, vraiment en repartant du haut vers le bas, à l'envers de ce que Sénèque nous disait. Alors il dit qu'il y a d'autres genres, donc on a le genre général qui est au-dessus de tout, et il dit qu'il y a aussi des genres spéciaux. Par exemple l'homme, homo, c'est un genre, mais il y a plusieurs espèces. Donc on retrouve par exemple l'espèce de la nationalité, donc du natio, on va retrouver les Grecs, les Romains, les Parthes. On peut aussi avoir la couleur, blanc, noir, blond, dit-il. Et alors les individus, donc par exemple Caton, Cicéron, Lucrèce. C'est un genre, donc le mot homme c'est un genre parce qu'il renferme des êtres multiples, mais c'est aussi une espèce parce qu'il est subordonné à un genre, quelque chose qui est au-dessus de lui. Alors, il dit quand même que pour les stoïciens, il y a une autre catégorie qui est le primum genus, donc c'est le premier genre, c'est quid, et quid c'est quelque chose. Donc ils disent que dans la nature, il y a des choses qui sont et des choses qui ne sont pas. Or, la nature embrasse même les choses qui ne sont pas. Alors ils donnent l'exemple des centaures, des géants qui sont en fait quelque chose qui a été imaginé, construit. Donc ils sont en fait de fausses conceptions, mais qui ont une image. Parce que quand on dit le mot centaure, les gens se font une image où ils savent dessiner un centaure. Il y a des statues de centaures alors que ce n'est pas quelque chose qui existe réellement.
Et il dit ils ont une image alors qu'ils sont dépourvus de substance. Donc ça c'est quid, quelque chose. Alors, il revient à Platon. Et Platon, il a 6 distinctions, donc je vais vous expliquer. Alors, il y a 6 degrés. Donc le premier degré, c'est ce qui correspond à quod est, hein, ce qui est. C'est ce qui ne peut être vu, touché, mais qui est, alors en latin c'est cogitabile, donc concevable, on peut y penser. On ne voit pas le genre, par exemple le genre homme, mais on en voit l'espèce, par exemple le caton. Puis, au-dessus de ça, il y a être. Alors, être avec une majuscule, un être supérieur et dominateur. Qu'est-ce que c'est? Pour Sénèque, c'est Dieu, dit-il. Parce qu'il est plus grand et plus puissant que tous les autres êtres ensemble. Donc, être, c'est ici le verbe être, esse en latin, avec une majuscule, on va dire, parce qu'il donne un exemple, voilà, un poète, on sait que c'est quelqu'un qui écrit des vers. Mais si on met poète, on dit le poète, on sait que ça désignera Homère. En l'occurrence, pour eux, c'est comme ça. Donc ça, c'est le mot être pour la deuxième catégorie, deuxième degré. Alors, le troisième degré, ce sont les idées. Donc, idea, en latin. Donc, c'est ceux qui sont en particulier, en propre. Elles sont innombrables, en dehors de notre vue, donc on ne peut pas les voir ni les ressentir. Donc, ça, c'est un concept de Platon. C'est ce qui est à l'origine de tout ce que nous voyons, ce sur quoi tout est formé. Alors, ces idées, elles sont immortelles, immuables, inviolables. Et en fait, pour Platon, une idée, c'est le modèle éternel des choses qui naissent de la nature. Donc, il y aurait une idée homme, une idée poisson, une idée arbre, à partir de laquelle tous les hommes vont être créés, tous les arbres vont être créés. Voilà. Donc, ça, c'est idea. Quatrième degré, on a eidos, donc c'est le... En latin, ils ont mis eidos, donc c'est l'aspect, voilà. Alors, il dit que c'est compliqué, donc écoute bien, parce que Platon nous a introduit ce concept-là qui n'est pas simple à expliquer. Et là, il dit nulla est autem sine difficultate subtilitas, il n'y a aucune subtilité sans difficulté. Bon, il n'a pas toujours dit ça, mais voilà. Il dit donc là, comme c'est assez subtil, c'est un peu compliqué, donc concentre-toi bien. Donc, eidos, c'est ce qui est tiré de l'idée. Donc, eidos, qui est tiré de l'idéa. L'idéa, c'est le modèle, et eidos, c'est la forme prise qui est passée dans l'œuvre. Donc, c'est par exemple, il donne l'exemple du peintre ou d'une statue. Donc, la statue qu'on va pouvoir toucher, c'est eidos. Donc, c'est vraiment le résultat, on va dire. Et le modèle que le sculpteur a sous ses yeux, là, c'est l'idée, idéa. Donc, ce qu'il a dans sa tête, l'image qu'il a dans sa tête, qu'il va, donc ça c'est idéa, et qu'il va reporter sur quelque chose qui est matériel, ça c'est eidos. Donc il dit, si tu veux, eidos c'est dans l'œuvre, et idéa, l'idée, c'est en dehors de l'œuvre, et c'est même antérieur à l'œuvre. Même avant que l'œuvre existe, l'idée existe déjà. 5e degré, les êtres qui existent communément, donc on retrouve les bêtes, les choses, les hommes. Et 6e degré, 6e et dernier degré, c'est les choses qui sont quasi, qui existent plus ou moins. Donc par exemple le temps, le vide. Alors, Platon refuse de dire que ce qu'on peut toucher ou voir a une existence propre, parce que ça change tout le temps. Donc par exemple un homme, ça va être, ce n'est jamais permanent, ça va vieillir, et puis même dans la même journée, ça peut pas être la même personne. C'est la même personne, on se comprend, il va être pas de la même humeur peut-être par exemple, bref, ou alors notre corps évolue. Donc il dit rien de ce qu'on voit ne demeure. Nos corps sont emmenés comme les fleuves. Et il dit d'ailleurs le temps que je dis ça, tout a déjà changé. Et il reprend la phrase célèbre d'Héraclite. Nous descendons et nous ne descendons pas 2 fois dans le même fleuve. Évidemment, le fleuve, c'est toujours le même, le nom du fleuve, c'est le même, mais l'eau qui est là est différente puisque elle est partie. Il dit c'est pareil pour les hommes. Donc, c'est stupide
de s'attacher à notre corps qui meurt chaque jour. L'univers aussi va évoluer. Alors il dit, à quoi ça sert de savoir ça? Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Il dit à rien, ça ne sert à rien. Mais parfois, justement, l'esprit doit pouvoir se reposer, mais de façon intelligente. Et il faut que le divertissement soit un travail. Mais si tu observes bien, tu vas quand même trouver quelque chose de salutaire dans tout ce que je viens de t'expliquer. Et Sénèque qui dit, moi je le fais. Pour tout ce que je fais, dans toutes les activités que je fais, j'essaye toujours de trouver quelque chose qui va pouvoir m'être utile en rapport avec la philosophie. Et ça me faisait vraiment penser dans l'enseignement, on insiste assez peu, et puis les élèves ne le voient pas spécialement comme ça, l'intérêt de faire des liens. Alors, des liens déjà dans le même cours, hein, par exemple, je donne cours de latin, de faire des liens entre les différentes choses qu'on aura vues, mais on a parfois l'impression que leur vie, la vie en général, est compartimentée en cours de maths, de français, de néerlandais, d'anglais, et que rien n'est lié les uns avec les autres. Alors que c'est justement ça, je trouve, la richesse, c'est de pouvoir faire des liens. Il y a des élèves qui font ça tout seuls, voilà, et ça se fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait automatiquement chez eux. Chez d'autres pas, mais c'est aussi à nous, aux professeurs, à leur dire, là, il n'y a pas moyen de faire un lien, et de les habituer à faire des liens. Donc de donner un apprentissage à chercher les liens. Et pas qu'à l'école, dans notre vie tous les jours, dans quelque chose qu'on va lire, qu'on va voir, de vraiment arrêter de compartimenter notre apprentissage. Voilà. Donc Sénèque dit, moi j'essaye d'apprendre quelque chose dans tout ce que je fais, pour que ce soit utile. Alors il dit, qu'est-ce qu'on peut retirer des théories de Platon? Oui, je sais, c'est long, c'est pas encore fini. Que peut-on retirer des théories de Platon pour nous aider à devenir meilleurs? Déjà, que tout ce qui nous tient asservi par les sens, tout ce qui nous enflamme, tout ce qui nous irrite, mais pour Platon, ça ne fait pas partie des choses qui existent vraiment. Puisque ça ne fait pas partie de la catégorie des idées, c'est quelque chose qui existe, donc pour lui ça n'existe pas vraiment. Ce sont des êtres imaginaires qui portent une figure pour un temps, et donc rien de permanent. Or, nous agissons comme si c'était des choses immortelles. Donc nous sommes arrêtés par des choses vaines, des illusions. Donc, élançons notre âme vers les réalités éternelles, en volant, en planant, en prenant du recul, admirons les formes idéales de toutes choses. Et alors, comme si on s'élevait au-dessus de tout, pour voir Dieu, la providence, qui aide. Alors la providence, elle aide en donnant la raison aux personnes pour surmonter un peu notre condition de mortel. Donc elle ne peut pas nous rendre immortels, mais elle peut nous aider à adoucir cette condition-là. Et il dit que notre monde, qui n'est pas éternel, se conserve, car son artisan, donc la providence, Dieu, gagne sur la fragilité de la matière. Et si l'univers qui est mortel peut être protégé par la providence, nous pouvons aussi devenir la providence, mais pour notre propre corps, donc à une petite échelle, on pourrait, notre raison, devenir la providence pour notre propre corps, qui est mortel, en lui donnant une direction et un frein. Parce que Platon a vécu assez vieux, et Sénèque nous dit « Potest frugalitas producere senectutem », donc la frugalité, la sobriété, peut pousser plus loin la vieillesse, donc peut allonger la vieillesse. Et d'ailleurs, Platon a pu vivre vieux grâce à une excellente hygiène de vie, donc même s'il a vécu des voyages, des obstacles, il a quand même vécu très longtemps, parce que justement, Sénèque dit qu'il a vécu avec parcimonie, qu'il avait une excellente tutelle sur lui-même, un usage modéré de tout ce qui éveille les appétits. Alors il est mort, Platon, le jour de sa 81e
1e année, et ce qui a étonné des mages qui passaient par là, et qui ont fait des sacrifices parce qu'ils estimaient que Platon avait eu un destin exceptionnel, parce que 81, c'est 9 fois 9, qui est en fait un nombre exceptionnel. Donc il lui avait fait un sacrifice à l'époque. Alors, il dit donc la frugalité, donc la façon de vivre de Platon peut allonger la vieillesse. Ce qui n'est pas à rechercher, mais ce qui n'est pas non plus à refuser. Voilà, s'il est possible de vieillir de façon correcte, il va le dire dans la suite, on va pas le refuser. Donc, parce qu'il dit que quand on est pour soi-même quelqu'un de digne, donc quand on a atteint une certaine sagesse et qu'on peut passer du temps avec soi-même, il est doux de passer du temps en sa propre compagnie, et même si on vieillit. D'autant plus qu'on peut passer plus de temps. Alors, il se repose la question, justement à propos de la vieillesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre le dernier jour, et donc vraiment attendre que la mort arrive d'elle-même, ou partir avant? Il dit c'est peut-être aimer trop la vie que d'attendre paresseusement que la mort arrive. Comme c'est exagéré, par exemple, de dire qu'on aime le vin alors qu'on a vidé l'amphore et qu'on a bu jusqu'à la lie. C'est trop. Mais est-ce que cette fin de vie, donc justement le bout de notre vie, quand on a l'extrême vieillesse, est-ce que c'est la lie? Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Ou au contraire, c'est quelque chose de pur, dont il faudrait profiter? Il dit, mais ça peut être pur à condition que l'intelligence, les sens, le corps soient toujours en état de fonctionner correctement. La question à se poser, c'est est-ce que c'est la mort ou la vie qu'on allonge? Alors, est-ce que justement, il ne faut pas y penser avant qu'on ne soit plus capable de décider. Donc notre intelligence, ici l'intelligence c'est vraiment notre esprit ne soit plus capable de décider, ou alors qu'on y soit obligé par les circonstances. Est-ce que c'est plus cruel d'abandonner un peu de temps de vie ou d'abandonner le droit de mettre fin à sa vie? Alors il dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le cas pour le moment, et pour le moment je me sens bien et je veux continuer à vieillir si c'est possible. Mais si jamais je perds justement mon intelligence, eh bien il sautera en dehors de cet édifice délabré et qui s'écroule. Alors il dit s'il est malade et qu'il peut être soigné, ben il va endurer ça. Mais s'il doit endurer pour toujours, il partira, parce que alors ce serait un obstacle. Donc là, cette souffrance perpétuelle serait un obstacle pour vivre ce qu'il a à vivre. Et donc il dit, celui qui meurt à cause de la douleur est faible et lâche, mais est idiot celui qui vit pour la douleur. Voilà. Mais là, évidemment, c'est une distinction difficile à faire. Est-ce que la souffrance que je subis, est-ce qu'elle est éternelle ou est-ce qu'elle peut disparaître? Voilà. Ça, peut-être qu'on ne le sait pas à l'avance. Et alors à la fin, il arrive à la fin, il dit c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui, bien que j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Mais alors un petit trait d'humour, il dit celui qui ne peut pas finir une lettre, comment peut-il mettre fin à sa vie? Voilà, il finit comme ça, après nous avoir parlé de choses très conceptuelles. Donc voilà, petit trait d'humour. On peut retenir plusieurs choses de cette lettre. J'allongerai pas trop parce que la première partie est déjà assez longue. Dans la première partie, il parle de la richesse de la langue. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors que ce soit l'étymologie des mots en français, mais aussi arriver à trouver le bon mot pour traduire. Bon, voilà, ici, je passe à la fois par le français et le latin, mais souvent, je me raccroche au latin. Trouver le bon mot en français qui correspond à ce que l'auteur veut dire, avec la difficulté supplémentaire qu'on n'a pas l'auteur à portée de main pour lui demander ce qu'il a voulu dire. Donc parfois, il faut aller lire dans la suite, parce que l'avantage, c'est qu'il donne souvent des explications
c'est assez pédagogique, hein, donc il va expliquer quelque chose qui paraît difficile, mais finalement il l'explique dans la suite. Donc si on remonte, on peut trouver le mot qui correspond. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi avec les élèves, souvent, c'est de trouver le meilleur mot français qui correspond. Et parfois, il n'y en a pas. Et donc on va devoir utiliser voilà, ou une périphrase ou quelque chose qui va allonger en français. Souvent le français va utiliser beaucoup plus de mots que le latin. Mais voilà, donc ça pour moi c'est quelque chose d'important et qui va permettre d'expliquer vraiment ce qu'on veut dire. C'est pour ça que parfois j'ai des hésitations. Parce que comme je fais mes vidéos en une prise, ben voilà, souvent le mot ne va pas arriver et je vais bugger parce que je veux trouver le mot qui correspond. C'est pas toujours facile. Deuxième chose à retenir, c'est qu'on peut être soi-même directeur de son corps. Donc il dit, voilà, on prend conscience que notre corps est mortel, avec les défauts et les qualités qu'il a. Ma raison peut faire en sorte qu'il vive le plus longtemps possible en santé. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ça, c'est évidemment se rendre compte qu'on est soi-même responsable de la santé de son corps. Alors évidemment, il y a des choses qui vont nous arriver, nous tomber dessus, dont on n'est pas spécialement responsable, mais il y a des choses qu'on peut éviter pour rester le plus longtemps possible en santé. Et dernier point, c'était donc par rapport à la mort, par rapport au suicide, on sent, ça revient assez fréquemment, on sent que Sénèque n'est pas tout à fait prêt. Hein. Il dit tant que je suis bien comme je suis maintenant, je ne vais pas, je n'y pense pas spécialement. Enfin, je n'y pense pas. Je ne pense pas à le faire, mais j'y pense. Voilà, le jour où je sens que je commence à perdre la raison ou quelque chose comme ça, ben, il serait prêt à le faire. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui nous disent, même dans mes proches, qui me disent le jour où je commence à perdre la tête, je veux débarrassez-vous. Ma maman dit ça parfois, elle dit débarrassez-vous de moi, je ne veux pas être un poids, ni moi-même me voir entrer en déchéance, on va dire. Donc voilà, ça c'est une question qui se pose, et souvent les personnes non plus, on peut penser à, par exemple à la maladie de Parkinson, des choses comme ça, où la personne n'est plus capable elle-même de décider de son propre sort. Et voilà, tout ça, ce sont des questions éthiques aussi. Hein. On peut parler de l'euthanasie, voilà, des questions difficiles. On voit que Sénèque ici n'est pas est partagé aussi, mais voilà. C'est à discuter. Je ne peux pas en discuter toute seule avec vous comme ça dans cette vidéo parce que j'ai pas de réponse directe, mais voilà. C'est intéressant en tout cas, c'est intéressant d'y penser. Et de pas spécialement avoir un avis tranché, mais en tout cas, parce que dans des conditions comme, enfin, dans des domaines comme ça, il est difficile d'avoir un avis arrêté, sauf pour certaines personnes. Alors, je vous laisse d'ici demain. On se retrouve pour la lettre 59. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.